Alors, Alexandre, Alan reste sur la deuxième table ronde qui aura comme sujet la sécurisation de la messagerie. Alors, c'est un sujet qui va être peut-être plus simple pour les non-initiés puisque tout le monde utilise la messagerie en permanence. Cédric, tu avais quelques chiffres, quelques informations chiffrées à nous donner concernant ce vecteur d'échange principal quand même, qui est la messagerie. Oui, en introduction de cette table ronde, je voulais rappeler quelques chiffres et quelques données concernant la messagerie. Heu, on le sait, dans l'informatique, il y a de nouvelles technologies qui apparaissent au fur et à mesure et on pense toujours qu'une technologie vient remplacer une autre. Mais non, dans les faits, toutes les technologies se cumulent les unes avec les autres et alors que, avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'arrivée des plateformes collaboratives, on avait dit que la messagerie allait mourir naturellement. En fait, on s'aperçoit que c'est resté le principal vecteur de communication aujourd'hui et quand à l'époque on disait que, faussement d'un point de vue marketing, pour vendre la messagerie, que c'était 99% du business, eh bien aujourd'hui, c'est 99% du business. Et juste à titre d'exemple, hein, quand vous regardez le phénomène 365, Microsoft 365, quelques chiffres comme ça, très rapidement, on parle de 3 500 000 nouveaux comptes par mois en France. 3 500 000. Alors, c'est des comptes génériques, des comptes utilisateurs, etc. Mais on parle de 3 500 000. C'est en gros, si on transcrit ça en nombre d'attaques, c'est environ 500 attaques par mois. Donc en gros, la messagerie va permettre au titre des cyberattaques, de toucher ou d'attaquer malheureusement quelques 6 000 entreprises en France. Voilà, donc ça, c'est quelques chiffres qui sont importants, d'où le besoin de sécuriser la messagerie. Et puis, il y a un autre concept aussi qui a changé dans la messagerie et ça, c'est plus peut-être Alexandre et Benoît qui pourront nous en parler tout à l'heure. C'est que la messagerie, elle était dans l'entreprise. Hein, Alan, on en parlait, on se disait, la messagerie, elle était chez nous avant, c'était notre château fort, on maîtrisait notre serveur Exchange, qui notre serveur MDaemon, qui notre serveur Lotus, etc., etc. C'était chez nous, c'était dans notre château fort. Aujourd'hui, on l'a externalisé, c'est en mode SaaS, c'est en externe, ce n'est plus du tout maîtrisé. Et la philosophie de la messagerie a changé. À notre époque, lorsqu'on installait des serveurs de messagerie, on sécurisait la messagerie pour l'entreprise. Aujourd'hui, la messagerie, elle est orientée utilisateur final. D'ailleurs, chez Microsoft, vous achetez des profils, vous achetez des comptes utilisateurs qui vont permettre à l'utilisateur d'avoir du pro, le SharePoint, et le perso, le OneDrive. D'où cette nouvelle problématique avec ces nouveaux enjeux de sécurisation de la messagerie. Heu et je crois que, là, Benoît, tu sais, nous, on en parle beaucoup tous les 2. Peut-être que tu pourrais nous faire un état de ces nouveaux enjeux en ce qui concerne la messagerie aujourd'hui et notamment, on le voit bien, on a ce qu'on appelle le super phishing, on a toutes ces nouvelles attaques qui sont liées à la messagerie publique-privée, et ça serait bien qu'on en discute. Donc, bonjour à tous, Benoît Juvin, je suis responsable des partenariats chez Barracuda. Et effectivement, l'une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on parle de messagerie, mais on voit bien, et tu en as parlé Cédric à l'instant, avec l'explosion de l'usage d'Office 365, on est sur un périmètre qui est finalement beaucoup plus large que celui qui est initialement uniquement celui de la messagerie, celui qui permet de s'envoyer des emails. On a effectivement dans la suite Office 365 du OneDrive, on a du SharePoint, on a du Teams, et finalement, ce sont à chaque fois des endroits où vont se retrouver des données excessivement sensibles de l'entreprise potentiellement, et qui finalement sont hors de contrôle du SI. Et donc l'obligation et le challenge aujourd'hui pour les décideurs informatiques et les responsables informatiques, c'est de récupérer le contrôle sur ces données qui lui échappent. Elles lui échappent physiquement, pour le coup, comme on en a parlé, elles ne sont plus physiquement présentes sur un serveur de messagerie comme ça l'était à l'époque. Et donc se pose la problématique, une première problématique évidente, qui est celle de la sauvegarde de ces données. Hein. Aujourd'hui, on a vu qu'avec l'explosion du nombre d'attaques, et je vais y revenir, que subissent les utilisateurs, eh ben, on va avoir des attaques qui vont avoir pour effet de crypter, de chiffrer les données. Et parfois, lorsque ce type d'attaque arrive, la seule finalement ressource qui nous reste, c'est ai-je une sauvegarde disponible et saine qui me permettrait de relancer l'activité.
Comme tu as parlé, on a parlé de services de messagerie, tu parlais de 99% du business, c'est une actualité. Aujourd'hui, c'est une réalité. Aujourd'hui, si vous coupez à vos utilisateurs l'accès à la messagerie, au OneDrive, au SharePoint, c'est l'activité totale de la société qui s'arrête. C'est-à-dire, c'est un chiffre d'affaires qui est de 0 pour la journée, pour la semaine ou pour les mois. Donc, quand le décideur informatique dit c'est trop cher, il faut bien mettre dans la balance éventuellement de ce qui est en jeu. Une autre réalité qui est dramatique aujourd'hui pour nous, c'est que on a constaté une hausse, depuis évidemment avec l'effet Covid, une hausse de 93% des attaques de type spear phishing. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant de ce nouveau concept d'attaque, ce sont des attaques qui ne vont pas être arrêtées par des anti-spam traditionnels parce qu'ils sont envoyés depuis des expéditeurs qui ont une très bonne réputation. Et vous savez que les anti-spam traditionnels, généralement, reposent sur des listings de réputation. Ce sont des messages qui ne vont pas intégrer de liens malicieux ou de pièces jointes compromises. Donc, les outils traditionnels sont complètement inefficaces pour détecter ces usurpations d'identité, usurpation de notre domaine, usurpation de marque, et donc il faut toujours le même jeu du chat et de la souris, une nécessité d'élever les niveaux de sécurisation au niveau du service de messagerie et d'Office 365 en particulier. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Donc, concernant ces sujets-là, des outils SaaS en particulier semblent être... en fait, on déverse ou on transfère sur les outils SaaS l'ensemble du SI de l'entreprise et on fait confiance. On dit, s'ils ont mis ça en place, c'est que c'est bon, etc. Tu as dit tout à l'heure, regardez quand même dans les notions contractuelles des solutions qui vous sont proposées. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des croyances et il y a la réalité. Et malheureusement, si désormais on transpose ça au cas Microsoft, clairement. On n'est pas contre Microsoft. Non, mais non, il faut juste en avoir connaissance, en fait, c'est tout. Une fois qu'on le sait, on met les moyens qui vont bien pour pouvoir s'assurer d'être sécure, mais il faut le savoir, c'est ça le principal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous adressez la suite au 365, qui a été massivement adressée avec le télétravail, entre autres, il n'y a pas réellement de sauvegarde, en tout cas, pas tel que prévu lorsqu'on entend le terme de sauvegarde prévu par Microsoft. D'ailleurs, contractuellement, si vous lisez bien, vous verrez que ça n'est pas intégré. Il y a, en fait, la plupart des utilisateurs ont confondu une fonctionnalité, qui est la fonctionnalité de cliché, snapshot, du coup, en anglais, avec la capacité de sauvegarde. Ce sont deux mécanismes bien différents. Je ne dis pas que dans certains cas, ça ne répondra pas à votre besoin de pouvoir juste revenir à la version précédente de votre fichier parce que vous avez fait une mauvaise manip. Mais il faut juste avoir connaissance du fait que vos données dans 365, en l'état, ne sont pas sauvegardées. Il existe des solutions effectivement tierces qui permettent de faire de la sauvegarde de votre environnement 365. Benoît pourra nous en parler tout à l'heure. Ça, ce sont des solutions de sauvegarde. Ça vient en complément, en fait, des fonctionnalités de cliché, de snapshot. Alexandre, toi, tu interviens en entreprise pour faire des audits de sécurité. D'ailleurs, tu vas te présenter, mais tu as des retours d'expérience clients concrets à nous partager, je crois. Oui, tout à fait. Je vais juste rapidement me présenter. Oui. Donc, je m'appelle Alexandre Maté-Doré. Je suis ingénieur en cyberdéfense et je suis cofondateur de l'entreprise Wallach. Et d'autres métiers, en fait, c'est de gérer la cybersécurité dans les PME et les ETI. Donc, effectivement, on est confronté aux cyberattaques chez nos clients. Et par rapport à ce que disait Benoît précédemment, je voulais revenir sur la notion de spear phishing pour une raison assez simple. C'est que aujourd'hui, plus d'une cyberattaque sur deux, le vecteur principal
ça provient du mail, en fait, concrètement. Euh, et bien sûr, les technologies de défense sont fortement progressées. Donc aujourd'hui, les choses classiques avec des pièces jointes piégées, etc., de plus en plus, ça ne passe pas les technologies habituelles, d'autant plus quand on est sur des solutions Office 365 qui intègrent généralement d'excellentes solutions anti-spam, antivirus, etc. Donc la façon d'entrer dans les entreprises, c'est le spear phishing. Et je voulais prendre le cas d'un client, donc c'est une structure de 300 collaborateurs, dont 60 utilisateurs de mail sur Office 365. Et en fait, ils ont ciblé tout simplement la DRH de l'entreprise. Ils lui ont envoyé un mail qui ressemblait vraiment en tout point à une notification d'un outil Microsoft qui était sur le cloud. Donc la personne s'est connectée, a donné ses identifiants, et à partir de là, ils ont pu envoyer une fausse note RH à toute l'entreprise qui mentionnait des évolutions de grille salariale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez un utilisateur sur 6 qui a cliqué sur cette pièce jointe et qui a déclenché un ransomware dans la structure. En fait, par rapport à ça, quand vous avez un utilisateur sur 6 qui clique, ça se répand extrêmement vite. Ouais, ça ne marche plus d'offrir un iPhone. Par Non. contre, on est toujours un petit peu intéressé par le salaire du voisin. Tout à fait. Effectivement, les cadeaux CE, les évolutions de grille salariale, tout ce qu'on pourrait avoir, entre guillemets, comme avantage dans les entreprises, ça marche relativement bien au niveau du phishing. Il y a une évolution aussi qui est apparue depuis un petit peu moins d'un an, comme le disait Alexandre, c'est le whaling. Le whaling, c'est quoi? Le phishing, vous voyez bien l'image du petit poisson. Whale pour la baleine. L'idée, c'est quoi? Le dirigeant, non pas qu'il soit gros le dirigeant, hein, mais c'est qu'il est important. Du coup, les assaillants envoient des mails ciblés, beaucoup plus élaborés, mieux travaillés, moins de fautes d'orthographe, éventuellement quelques tournures de phrases un peu particulières, mais sinon, globalement, le mail est propre. Enfin, propre, en tout cas dans sa forme. Après, il cible là, bien souvent, les dirigeants ou les membres du comité de direction et ne sont pas forcément envoyés à l'ensemble des collaborateurs. Ce qui fait qu'au niveau des outils anti-spam, il est beaucoup plus difficile à détecter. Lorsqu'on connaît tous plus ou moins les solutions anti-spam, on voit bien le listing de mails identiques en fait, distribués à l'ensemble des collaborateurs sur le même sujet. Donc, c'est assez simple finalement d'identifier ce mail-là comme étant un mail, on va dire, dangereux. À l'inverse, quand vous n'avez que quelques utilisateurs qui sont ciblés, c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand les mails sont beaucoup mieux travaillés et des fois en provenance d'autres collaborateurs de l'entreprise. En tout cas, il apparaît comme tel. C'est quelquefois préparé depuis plusieurs mois. C'est bien souvent préparé, c'est-à-dire que le whaling nécessite d'avoir une connaissance de l'entreprise et donc de ses dirigeants. On ne va pas aller cibler globalement tout un carnet d'adresses d'une entreprise en particulier. Non, on a bien identifié dans l'entreprise qui était le dirigeant. En même temps, c'est extrêmement simple aujourd'hui. Vous allez faire un tour sur LinkedIn, vous regardez qui est le dirigeant de telle ou telle structure. Vous avez on va dire, la méthodologie classique. Alors nous, en général, les DSI, on est assez carré et donc, globalement, toute l'entreprise va être organisée au niveau de ses adresses mail de la même manière. Prénom, point nom, première lettre, éventuellement, point le nom de famille, ou première lettre du prénom, le nom de famille tout attaché. Globalement, avec ces trois cas-là, vous pouvez être sûr que vous tombez dans plus de 90% des boîtes. Donc, c'est extrêmement simple finalement de faire ça. Et c'est beaucoup plus difficile pour les solutions anti-spam de les détecter. Cédric, tu devais intervenir, je crois, de faire un petit retour d'expérience sur des exemples industriels que tu as pu connaître. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. C'est que donc on parle des utilisateurs, mais n'oublions pas là, que le sujet c'est la messagerie et que la messagerie dans le monde industriel est utilisée aujourd'hui pour piloter l'activité industrielle. J'ai en tête une entreprise dont je tairai le nom à nouveau, mais j'ai une entreprise qui est dans l'est de la France qui fabrique des meubles et notamment des meubles de cuisine.
et qui a basé toute sa production, toute son industrialisation sur des bancs de montage automobiles qui ont été adaptés au monde du bois, au monde de la construction, en tout cas du mobilier, et ces bancs de montage sont pilotés par des vieux, alors ça va faire sourire certains, mais qui sont pilotés par des vieux AS400. Et les commandes sont traitées par mail, les mails sont envoyés aux AS400 et les AS400 décortiquent les mails pour lancer les productions de meubles. Voilà. Et il se trouve que cette entreprise que je connaissais bien, cette entreprise a eu quelques difficultés, notamment sur les attaques, parce que la grande peur, c'était que de faux mails de commandes soient envoyés. Et que pour créer des meubles et que les meubles soient envoyés à des adresses, bah, comme on sait, comme on l'a tous reçu hein, chez nous, hein, dans nos entreprises, dans nos organisations, ce fameux mail de cette organisation énorme qui a un besoin exceptionnel au dernier moment et qui vous envoie un mail pour vous passer commande de 300 PC très haut de gamme, envoyés à tel endroit, etc. Voilà. Donc ça fait partie aujourd'hui des arnaques et des arnaques au mail. C'est vrai qu'on parlait de l'arnaque au président, mais il y a l'arnaque au commercial, elle est facile, hein, de dire à un commercial envoie-moi un devis, je le signe, je suis d'accord et je le prends tout de suite et avec ma commande, tu fais ton chiffre de l'année. C'est sûr que ça marche très bien. Donc voilà. Donc voilà dans les retours d'expérience et le point aussi qui est important et je sais qu'il existe des solutions et c'est plus peut-être un sujet pour toi, Benoît. C'est vraiment quand on parle de sécurisation de la messagerie, encore une fois, c'est la sauvegarde. Alan t'en a parlé. Dans les petites lignes, un Microsoft ou d'autres prestataires de messagerie font pas forcément de sauvegarde. Hein, c'est clair. Euh, il faut s'en prémunir et il existe, avant de parler de rémédiation et tout ça, d'autres termes et d'autres concepts, il faut sauvegarder nos messageries parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir besoin de les remonter, comme tu disais, Alan, très rapidement. Hein. Benoît, peut-être sur la messagerie. Bien sûr. Alors, tu en parlais tout à l'heure, effectivement, les conditions générales. Donc, ceux qui sont chez eux, je peux vous inviter à le faire. Effectivement, encore une fois, on n'a rien du tout contre Microsoft. On est un partenaire de Microsoft, mais je vous invite quand même à regarder conditions générales, point B, où il est marqué noir sur blanc. Écoutez, nous sommes responsables du service. Vous êtes responsable de vos données. Et donc, nous vous recommandons chaudement d'avoir recours à des solutions tierces pour les sauvegarder. En fait, on se rend compte que plus qu'une recommandation, c'est une véritable obligation aujourd'hui. Comme tu le disais si bien, ce que propose nativement Microsoft, finalement, c'est une corbeille utilisateur. Et 93 jours, au bout de 93 jours, OneDrive et SharePoint, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, pour le coup. Et on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres qu'a donné Cédric en introduction. On se rend compte qu'on a eu une problématique, une brèche de sécurité dans les données au bout de plusieurs semaines et généralement largement au-delà des 93 jours de rétention ou de corbeille que propose nativement Office 365. Donc pour ceux qui ont l'intuition qu'avec une migration Office 365, leurs données sont sécurisées, ou en tout cas sont sauvegardées, sachez-le, je le répète, ce n'est pas le cas. Vous l'avez tout à l'heure abordé le problématique OVH, c'est marqué noir sur blanc dans les conditions générales de Microsoft, donc c'est une réalité. Ne pensez pas que c'est le cas. Et quand on voit aujourd'hui la criticité que représente ce service Office 365 pour les entreprises, eh ben, il est étonnant évidemment qu'on se rende pas, qu'on lui donne pas la plus grande protection qui est absolument nécessaire. Donc sauvegardez vos données Office 365. Je reviens aussi sur cette histoire de spear phishing. On parlait tout à l'heure de whaling et de mails qui étaient très très bien faits. Je vous invite encore une fois à vous rendre sur notre site internet où on a fait un report complet sur les 13 différents types d'attaques que l'on peut être amené à rencontrer. Et là, je vais revenir à ce que Harmonie disait tout à l'heure, la problématique d'identification est celle que vous connaissez sous le nom d'arnaque au président, parce qu'on se dit souvent, quand même, comment ils ont pu se faire avoir, quand même, c'est quand même gros, hein, ces histoires-là. Comment croire que j'ai encore gagné le dernier iPhone 14 qui n'est pas encore sorti. Parfois, il y a vraiment des mails qu'on reçoit qui sont évidents, hein, évidents. Mais on a parlé de la problématique d'identification. On parle d'arnaque au président. Et ben là, je vais vous parler de cas où tu parlais de mails bien faits. Moi, je parle maintenant de mails qui sont excellemment bien faits, puisque pour une somme modique sur le dark web, on a réussi à acheter les credentials, le login password du directeur général
ou du président de la société. Et donc, il va envoyer un mail à la finance, à la comptabilité, en disant j'ai un gros deal, j'ai une acquisition. Il y a toujours un caractère impérieux. C'est important, c'est tout de suite. Il ne faut pas laisser réfléchir. C'est pour ça que il y a eu tant de spam sur le Covid pour être excessivement performant. Et le directeur financier, il n'a pas envie de perdre son boulot. Il va faire ce virement-là. Et ça, c'est un quotidien. Hein. Et le mail qui a été reçu, c'est bien un mail, nom, prénom, la case exacte de la société. Il n'y a aucun indicateur comme quoi cette personne qui a envoyé ce mail n'est pas celle qu'elle prétend vraiment être. Et donc, il faut des outils. Si vous avez aujourd'hui Office 365, ne pas avoir d'outils de double authentification, c'est presque criminel pour votre société. Je vous rappelle qu'une société sur deux ne se relève pas d'une attaque informatique. Donc, la question, ce n'est pas de savoir si c'est cher. La question, c'est de savoir si je veux que ma société soit pérenne dans le temps. C'est une question de survie. Hein. Et c'est un outil de compétitivité aussi aujourd'hui au quotidien. Donc, Office 365 est indispensable parce que ça facilite la vie des utilisateurs. Ça permet à mes utilisateurs qui travaillent en distanciel de pouvoir avoir accès à la messagerie, à des données qui sont très importantes pour qu'elles puissent travailler. Mais comme on l'a vu depuis le début, ça augmente la surface d'attaque. Ça ouvre d'autres problématiques. La sauvegarde est un minimum. La double authentification est un impératif. La sensibilisation, on va en parler, est indispensable. Voilà, c'est un spectre très très large. Et la problématique, c'est celle du fameux SPOF, du single point of failure. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant partout parce que les attaques peuvent débarquer de partout. Et donc, il y a ces problèmes d'identification. Ça se fait au niveau de la messagerie. 91% des attaques viennent de la messagerie. Ça peut venir du réseau, ça peut venir des applications, ça peut venir des données. Donc voilà, il faut avoir une vision globale. C'est la transformation digitale, mais même la révolution digitale est absolument extraordinaire. C'est un outil de compétitivité absolument extraordinaire pour les entreprises. Mais il faut comprendre que c'est un outil qu'il faut des investissements en cybersécurité. C'est le corollaire à ces gains de productivité. La modification entre février 2020, on en avait déjà parlé un petit peu de ça, même si l'usage est devenu beaucoup plus important de ces outils de travail collaboratif. Pour Alexandre, la mise en télétravail, l'utilisation du BIOD, Bring Your Own Device. Qu'est-ce que ça change en termes de sécurité pour les utilisateurs, pour le SI global de l'entreprise? Alors, il y a plusieurs aspects, je vais répondre point par point. Sur les utilisateurs, il y a déjà un premier problème fondamental. C'est que là où auparavant, vous aviez tous vos utilisateurs dans vos locaux, tout simplement, qui se voyaient tous les jours, qui se parlent tous les jours, quand vous allez avoir un mail suspect qui va arriver chez l'un des utilisateurs, on va essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre dans l'entreprise, ou même juste suspect tout court, on a toujours le secours d'un collègue à proximité, parfois même le collègue dont le nom est en signature, pour lui dire « c'est vraiment toi qui m'as envoyé ce mail, tu en es sûr ?» ou simplement « à ton avis, est-ce que ce mail est légitime, est-ce que je clique ou pas ?» Aujourd'hui, avec le télétravail, vous êtes chez vous, vous êtes seul. Si vous voulez demander de l'aide à quelqu'un, tout de suite, il faut ouvrir Teams, il faut envoyer un message, peut-être qu'il est derrière ou pas, il faut se faire peut-être une visio. Bon, c'est fini, je vais le faire tout de suite, on va voir et puis on verra ce qui se passe. Donc la difficulté par rapport à ça, c'est que déjà l'utilisateur est seul et il n'y a plus l'effet de groupe qui peut aider à réagir correctement et à rappeler les bonnes pratiques. Au-delà de ça, il y a un autre souci, c'est que on a beaucoup évoqué l'aspect sécurité avec le modèle château fort. Mais le modèle château fort, le principe justement, c'est que le château fort, c'est les clôtures de l'entreprise. C'est là où se trouve le data center avec les données de l'entreprise, sont les locaux, avec la sécurité physique, etc. Quand on met tout le monde en télétravail, les salariés travaillent de chez eux, souvent avec une connexion à distance sur les infrastructures de l'entreprise. Et là, il n'y a plus de château fort. Là, à partir de là, le château fort, ça devient en quelque sorte l'entreprise plus les faubourgs qui sont en fait les maisons, les domiciles particuliers des salariés. Le problème, c'est que sur le domicile particulier, on a le PC des enfants sur lequel il y a peut-être des jeux qui n'ont pas été achetés officiellement et qui justement sont vérolés, contiennent déjà des malwares à l'intérieur.
On va soi-même, sur son ordinateur professionnel, plus facilement avoir des usages privatifs. Et par rapport à ça, on va exposer tout simplement le matériel de l'entreprise pour lequel, de toute façon, les mesures de sécurité ne sont plus adaptées en termes de modèle. Voilà. Donc, c'est vraiment la difficulté un petit peu liée au travail, matériel, personnel. Et au milieu de tout ça, il y a la migration cloud qui intervient et qui rajoute encore un peu plus de difficultés. Tu peux m'expliquer pourquoi, avec mon téléphone portable, Christophe m'a bloqué la possibilité de me connecter en USB là, quand j'ai dû faire le partage de connexion. Merci Christophe. Alors, la difficulté avec les téléphones mobiles, encore une fois, c'est que souvent, ce n'est pas un matériel qui est maîtrisé pour l'entreprise et puis de manière générale pour ce qu'on appelle les périphériques amovibles, en fait. Hein. Les disques durs externes, les clés USB, les téléphones, etc. Tous ces matériels-là, généralement, on ne les maîtrise pas. Et dans un contexte de télétravail, c'est encore pire, puisque quand on a le PC perso et juste à côté le PC pro, quand on n'a pas les droits administrateurs ou qu'on est bloqué sur le PC pro pour faire quelque chose, c'est si facile de le faire sur le PC perso et de le transférer avec une clé USB. Donc, quelque part, c'est aussi pour protéger l'utilisateur contre lui-même déjà, et ensuite pour protéger l'entreprise. Effectivement, on cherche à maîtriser ces supports amovibles et maîtriser ce qui peut être connecté ou pas, bien sûr. Super, merci beaucoup. Alors là, comme tout à l'heure, hein, on a parlé d'un certain nombre de sujets. Est-ce que déjà les termes et tout ce qu'on a évoqué pour vous est clair? Est-ce que vous avez besoin de précision? On sera plus positif en abordant des solutions dans quelques secondes, mais est-ce que quelques questions sont arrivées à Cognac G là ou... Non, j'ai pas de questions, mais je voulais juste qu'on revienne encore sur un point qu'on a évoqué lors de la première table ronde, hein, sur l'identification, authentification. Alan en parlait, et je sais qu'Alexandre intervient beaucoup en entreprise pour ça. Je crois que le plus important, c'est on parle de sécurisation de la messagerie, mais on parle aussi d'usage de l'utilisateur, de l'utilisateur en lui-même. Je crois que le plus important, et Alexandre, je t'attends là-dessus, il faut qu'on parle de la sensibilisation. Dans tous les cas, il faut sensibiliser les utilisateurs. Donc, il y a des programmes. Alexandre, je sais que tu interviens beaucoup en entreprise sur cette partie-là et sur la notion d'analyse de risque qui est derrière. Peut-être que tu pourrais nous en toucher 2 mots et puis nous donner quelques chiffres. Je sais que tu suis les entreprises l'avant-après. Voilà, je pense qu'il y a des points importants et encore une fois, c'est l'utilisateur qui est au centre de tout. Hein. Tout à fait, Cédric. Par rapport à, alors, je sais pas si, oui. Par rapport à l'individu, l'utilisateur, vous voyez qu'en fait, depuis tout à l'heure, à chaque fois qu'on échange sur les sujets, les attaques qui sont possibles, comment ça marche, les problématiques, on voit que souvent, finalement, le dernier maillon, c'est l'utilisateur et c'est finalement le maillon le plus important. Donc, la sensibilisation de l'utilisateur, elle est absolument essentielle. Et je dirais que en plus de cette sensibilisation, ce qui est important, c'est de vérifier l'efficacité de cette sensibilisation. Donc pour ça, il y a 2 choses. Hein. L'aspect sensibilisation, il faut aller vers de nouveaux formats, réunir les salariés dans une pièce. Bon, déjà que le Covid, c'est plus difficile, mais en plus, faire une session de 20 minutes où on rabâche la même chose, ça n'intéresse plus personne. Et l'exemple que j'ai pris tout à l'heure avec la DRH et le spear phishing, en fait, pour tout vous dire, c'est un exemple de test de phishing qui a été fait dans cette structure-là. Et en fait, eux, ils avaient déjà l'habitude de faire des séances de sensibilisation, mettre 20 personnes dans une pièce et assommer tout le monde. Et en fait, quand on a fait le test de phishing, finalement, on se rend compte qu'un utilisateur sur 6 a cliqué, ce qui est absolument énorme. Voilà. Donc, les séances de sensibilisation, déjà, il faut les faire évoluer. Il y a énormément de solutions qui existent là-dessus, avec du e-learning, des séances d'apprentissage par le jeu, vraiment des choses qui inspirent les salariés et qui les poussent aussi à aller vers ces problématiques. Et puis les tests de phishing, c'est la deuxième chose qui fait aussi partie de la sensibilisation. Hein. À un moment donné, tant qu'on n'a pas vraiment vécu et qu'on ne sait pas si on s'est trompé ou pas dans cette situation, on ne peut pas savoir si on a bien compris ce qui a été dit. Donc les tests de phishing, c'est aussi une solution évidemment à ne pas négliger. Voilà. Et puis on va parler des solutions dans un instant, il me semble. Ce qui est important, c'est que des solutions, il en existe beaucoup. Vous le voyez, on a déjà abordé pas mal de choses et ça va être dit dans un instant. Ce qui est important pour vous, vous avez tous des infrastructures différentes, des activités différentes, c'est de travailler effectivement l'aspect analyse de risque pour savoir finalement quels sont les scénarios d'attaque qui vous concernent et
donc, quelles sont les solutions techniques qui vont être adaptées pour vous? Ça ne sert à rien de se mettre en ceinture bretelle. C'est aussi quelque part gréver des budgets qu'on ne peut pas mettre ailleurs. Donc, l'analyse de risque, ça permet de spécifier vraiment aussi les outils vraiment qui vous intéressent et qui vont permettre de sécuriser votre structure. Voilà. Pour information, la structure dans laquelle on avait fait le test de phishing en question, elle est allée vers d'autres formes de sensibilisation avec d'autres structures que la nôtre d'ailleurs. Quand on a refait les tests de phishing, effectivement, il y a un utilisateur qui a encore cliqué, c'est l'utilisateur qui était absent à la séance de sensibilisation. Voilà. Alors, je vais rebondir parce que on parlait des utilisateurs, mais il y a un point qu'on oublie régulièrement. C'est, vous savez, dans l'image traditionnelle, on dit que c'est ce fameux utilisateur qui n'était pas là à sensibilisation ou qui a énormément de travail, et c'est lui qui a cliqué sur le PDF. Voilà. Et cette personne-là, alors on n'a pas encore tout à fait le recul, on n'a pas encore tout à fait les tests, mais on parle de dépression post-attaque qui serait liée à ces personnes, à ces fameuses personnes, hein, à Jean-Jacques de la compta ou Martine du commerce, ou enfin bref, cette fameuse personne qui a cliqué sur le PDF et qui a généré ce système de chiffrement dans l'entreprise, en tout cas ce crypto-locker. Et comme je disais, on parle de 50% de dépression et on parle d'un suivi psychologique aujourd'hui de plus en plus important de ces personnes. Et d'ailleurs, et là, c'est peut-être aussi une question pour toi après, Benoît, c'est que nous, au sein de la Decom Formation, sur nos structures formation, on a lancé cette démarche de sensibilisation, hein. Évidemment, on est contacté par les entreprises aujourd'hui qui nous demandent de sensibiliser de plus en plus les utilisateurs et de tester le phishing, le spear phishing, et la peur aujourd'hui côté RH. Benoît, je sais que tu as une réponse là-dessus. La peur côté RH, c'est que celui qui clique soit visé du doigt par la suite. Voilà, parce que derrière, ça fait du dégât. Et on parle même aujourd'hui de suivi psychologique, hein, post-attaque, hein. Donc, Benoît, je sais qu'on a une solution, qu'on a travaillé tous les deux, hein, sur une solution, qu'on Ah bah, propose des choses. complètement. En fait, il faut savoir, je crois que c'est humain, hein. On pense toujours, et évidemment, les hackers vous remercient pour ça. On pense toujours qu'on est trop petit pour être concerné par ces problématiques-là. C'est plutôt qui suis-je finalement? Je suis une petite société, une petite PME locale. Ils ne me connaissent pas. Et il se trouve que nous, on est donc Barracuda, on est acteur de cybersécurité. Notre cœur de métier, c'est notamment la messagerie. Et donc, les personnes viennent nous voir une fois qu'elles se sont fait attaquer. Donc, nous, on voit les personnes arriver et parfois, ça fait la presse. Donc, il y a une sorte effectivement, de dépression au niveau de la société. C'est-à-dire, c'est tout l'ensemble des collègues qui, lorsque le week-end, ils vont chez les copains, disent « Ah, bah, tu t'es fait attaquer, j'ai vu ça à la presse. » Bref, c'est vraiment, effectivement, il y a un coût social de ces attaques-là. Au-delà du coût économique, il y a un coût en termes de réputation, évidemment. Donc, c'est un fait qu'il ne faut certainement pas minimiser. Et effectivement, vous êtes tous décideurs informatiques dans la pièce et en ligne. Et aujourd'hui, finalement, on connaît, on maîtrise plus ou moins, en tout cas, on croit maîtriser l'information. Et en tout cas, on est persuadé intimement que nous, décideurs informatiques, on ne se ferait pas avoir. On ne cliquerait pas, c'est évident, hein. Et on est persuadé, évidemment, parce qu'on est quand même, l'ensemble de nos collègues sont des personnes très intelligentes avec lesquelles on travaille, qu'elles aussi, elles ne cliqueraient pas. On est pratiquement intimement sûr. Et bien, faites le test. Faites le test. Il y a des outils qui existent sur le marché, des outils de testing, justement, hein, et je peux vous assurer que là, avec ces outils de testing, on joue sur des sentiments humains bien connus, hein, qui votent la jalousie, je vous promets, le testing sur la grille de salaire, hein, où on fait semblant que ce mail ne vous est pas destiné en disant « Écoute, peux-tu m'approuver les augmentations pour l'année prochaine ?» Mais évidemment qu'on va cliquer, évidemment. Le jeu concours organisé par le service RH, bien évidemment qu'on va cliquer, hein. Donc, si on n'a pas, au-delà du testing qui peut permettre de prendre la température, l'idée, c'est pas d'être punitif, c'est pas de dire « T'as cliqué, t'aurais pas dû, hein », mais c'est de prendre la température. Est-ce que vraiment mes utilisateurs ont les bons réflexes? Est-ce que lorsqu'ils reçoivent un email, hein, ils vont s'assurer que derrière l'expéditeur, c'est bien lui qui prétend être? Parce qu'il n'y a pas dans le corps du mail des indices. Il y a plein d'informations dans un email
qui permettent, lorsqu'on est éveillé, en une seconde, on remarque si c'est légitime ou pas légitime. Et donc, il y a non seulement cette partie testing, mais cette partie, évidemment, formation en continu. Vous avez cliqué ici, voilà ce qui aurait dû vous permettre d'identifier que ce mail n'était pas légitime. Donc, ces outils existent, il faut les utiliser. C'est souvent le maillon faible, mais il faut le faire. Et Là, c'est un des outils. certains de ces outils, on les a utilisés avec quelques personnes de cette assistance, sont même gratuits. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Tu te rappelles, d'ailleurs l'année dernière, pour ceux qui étaient avec nous l'année dernière, on a mis à disposition des outils pour les vérifier. Déjà sur la messagerie M365, il n'y avait pas des mails corrompus, on va dire. oui. Gratuit. Après, c'est vrai que c'est difficile de donner le tenant. C'était la petite réserve qu'on avait. Maintenant qu'on se connaît bien et qu'on connaît bien Barracuda et que Barracuda fait partie de votre écosystème, n'hésitez pas à nous demander. Les retours qu'on a eus des clients qui ont fait l'expérience étaient assez extraordinaires. Alors effectivement, il y a une partie confiance, évidemment, avec les utilisateurs, avec les intégrateurs et avec les éditeurs avec lesquels vous travaillez. Mais on parlait tout à l'heure de l'attaque avec usurpation de compte. Donc quelqu'un s'est logué avec le login password du CEO. Hein. Quel outil potentiellement va pouvoir détecter que ce n'est pas vraiment lui? Je veux dire, a priori, on ne va pas mettre des webcams pour vérifier que ce n'est pas la bonne personne. Donc il faut savoir que dans un email, il y a énormément de données que vous ne voyez pas, des métadatas qui peuvent être analysées en temps réel par des outils qui vont s'appuyer sur de l'intelligence artificielle, sur du machine learning, c'est des informations et des démos que vous connaissez régulièrement. Et en fait, elles vont étudier l'intégralité de l'historique des échanges de l'utilisateur avec éventuellement l'ensemble des personnes en interne et en externe. Et à partir de là, elle va créer des schémas de communication. Et si bizarrement, Alain Morvan écrit un email à Cédric Jean, pas depuis le bon PC, pas depuis le même réseau, pas depuis la France. Étonnamment, Alain Morvan, pour la première fois dans ce email, n'a pas fait de faute d'orthographe. Et ben, vous avez des outils qui vont vous permettre de détecter, attention, on est très vraisemblablement sur une usurpation d'identité et la solution va bloquer l'email. Mais c'est un des outils qu'il faut mettre en place. On en a parlé tout à l'heure, la sauvegarde est indispensable, la formation est indispensable. Et malgré tout, les outils qu'on peut mettre aussi en place, on a parlé dans les statistiques tout à l'heure du temps que pouvait mettre un SI pour récupérer d'une attaque. Hein, donc, il faut garder en mémoire ces notions de RTO, de RPO, en combien de temps je remets le service en place, avoir des outils de rémédiation qui me permettent très rapidement, lorsqu'il y a j'ai un de mes utilisateurs qui a été formé et qui a annoncé à la SI, attendez, j'ai vraiment ce mail, il est suspect. Et ben, il faut des outils pour que la SI puisse, avec l'objet du mail ou le nom de l'expéditeur, être capable en quelques secondes, vous avez vu, il fait 38 secondes pour pouvoir corrompre une SI potentiellement. Donc des outils très rapides qui permettent de dire, OK, qui a reçu le mail, qui l'a ouvert, qui a cliqué, et pouvoir appliquer évidemment les correctifs qui s'impliquent juste derrière. Donc c'est vraiment, lorsqu'on parle messagerie, il faut avoir une vision globale, formation, sauvegarde, rémédiation et des outils qui soient assez intelligents pour vous protéger contre des attaques qui sont de plus en plus vicieuses, on peut le dire. C'est vrai qu'il y a des. Enfin, moi, je voulais juste rebondir sur un point. Tout à l'heure, on parlait en fait de château fort et de choses comme ça, et d'une mesure entre guillemets unique qui adresse la sécurité. Aujourd'hui, il faut plus le voir version ligne Maginot en fait. Hein. On met tout ce qu'on peut globalement pour essayer de se prémunir des attaques. Benoît le disait en entrée, c'est globalement il y a des prérequis. Les prérequis sont simples. C'est Office 365. Vous adressez la solution où vous souhaitez l'adresser. Le MFA, c'est pas une option, c'est obligatoire. Il faut le faire. Sinon, ça veut dire que globalement, n'importe qui à l'autre bout de la planète peut venir se connecter, sauf, bien entendu, et c'est un complément au MFA, ça n'est pas une alternative au MFA. Vous pouvez là aussi limiter ce qu'on appelle les ranges d'adresses IP qui viennent se connecter en fait sur les comptes de votre entreprise. Si vous n'avez pas de succursale en Chine, en Russie, Israël, Iran, il y en a quelques-uns comme ça, je vous invite à ne pas autoriser ces ranges d'adresses IP. Il y a des solutions de contournement bien entendu qui existent pour les assaillants, mais là encore, plus vous allez lui mettre des bâtons dans les roues,
lui, ça va le démotiver. Et comme on le disait aussi, il y a encore une croyance très répandue qui est de toute façon, je suis trop petit et j'ai pas assez de sous pour me faire attaquer. Alors ça, vous oubliez. C'est vraiment quelque chose dans la vraie vie, ça n'existe pas. C'est-à-dire, il ne faut pas s'imaginer que les groupes d'assaillants sont avec leurs mimines derrière les postes en train de tester la tenue d'un IP. Ce sont des robots. Les robots, par nature, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Que ce soit une petite ou une grosse structure, aujourd'hui, la grande majorité des attaques sont des attaques qui ne sont pas ciblées, au départ en tout cas. Après, une fois qu'ils sont rentrés, là, ils vont commencer à investiguer. Ils vont mettre un certain temps pour le faire. Mais voilà, il y a des choses, en tout cas, si vous adressez de l'Office 365, le MFA et la limitation des ranges d'adresse IP, c'est obligatoire. J'ai une question en ligne, Alain, si tu me permets. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, très bien. Parfait, parfait. Donc, avant de poser la question, juste un point de vue, mais je crois qu'on l'a dit tout à l'heure et ça a été dit par Alexandre. Je crois que tout démarre par une analyse de risque et je crois que tout le temps, il faut et Alan le dit, c'est pas quand est-ce qu'on va se faire, c'est pas est-ce qu'on va se faire attaquer, mais c'est quand. Hein, c'est ça la vraie question. Et Alexandre l'a dit aussi. Je crois que tout démarre par une analyse de risque et tout doit être suivi par des analyses de risque régulières, par des plots de traitement des risques qui sont revus réguliers. Il faut considérer la cybersécurité comme étant part entière du métier de l'entreprise aujourd'hui. Ce n'est plus une verrue, ça doit faire partie de l'entreprise. D'ailleurs, j'ai une question d'un internaute qui dit alors, deux questions. La première, c'est et pour Exchange, on parlait tout à l'heure de Microsoft 365. Il dit pour Exchange, est-ce qu'il y a une sauvegarde pour Exchange dans 365? Et l'autre question, c'est, on entend beaucoup parler de ces messageries de mail, mais toutes les messageries type Teams, donc ça va permettre de faire la transition par la suite. Donc apparemment le mode collaboratif, sont-ils concernés par ces fraudes et si oui, existe-t-il des outils pour protéger existe-t-il des outils pour protéger ces outils de collaboration? Donc deux questions, la sauvegarde sur Exchange dans le cadre d'Office 365 et la deuxième, c'est la sécurisation des messageries type Teams, en tout cas des plateformes collaboratives. On peut préciser la sauvegarde sur la messagerie. Parce que Oui, la question que j'ai, ça concerne, oui, Exchange, la messagerie, oui. Non, beaucoup sont encore dans des principes d'hybridation en fait, entre l'exchange on-premise, donc local, et la partie O365. Il s'avère que malheureusement, j'ai envie de dire, ils adressent 2 fois plus de failles potentielles. Bah oui, parce que vous l'avez certainement vu, en tout cas pour certains d'entre vous, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, les failles Exchange, il y en a quand même eu quelques-unes et qui ont été plus que sérieuses. Ceux qui avaient des serveurs Exchange on-premise ont été impactés par ce type de faille, en tout cas pour une majorité d'entre eux. S'ils ont de l'O365 également à côté, qu'ils n'ont pas activé de MFA et de limitation de range d'adresse IP, j'ai envie de dire, ils augmentent naturellement leur surface d'impact et donc augmentent leur risque, tout simplement. Après, sur la partie sauvegarde, là, je vais laisser Benoît répondre sur l'environnement 365. Évidemment, on a parlé, j'avais dit ça en introduction, on parlait de services de messagerie, on voit bien qu'avec la suite Office 365, c'est beaucoup plus large que ça. Et donc, bien évidemment, les conditions générales de Microsoft ne s'appliquent pas que au Exchange Online, mais à l'intégralité du service Office 365. Donc, je vous confirme, lorsque je parle de sauvegarde, ce n'est pas uniquement de la messagerie, mais c'est l'intégralité de l'environnement Office 365, SharePoint, Exchange, et comme on va en parler certainement, aussi de Teams, où s'échangent énormément de données, et tout ça, ce sont des données qui ne sont, voilà, donc il faut se réapproprier la propriété. Et l'une manière de le faire, c'est en faisant une sauvegarde régulière, quotidienne. Hein, finalement, on revient sur ces notions que vous connaissiez, qu'on connaissait tous à l'époque, hein, qui étaient des notions de RTO et de RPO. Hein, en combien de temps, après une attaque, je peux restaurer le service et quelle est la fraîcheur des données que je peux restaurer. Eh bien, ce n'est pas parce qu'on a délocalisé tous ces services dans le cloud as a service que ces fondamentaux de l'IT sont obsolètes. Hein. Testez votre SI, faites des tests en cas réel. Hein. C'est-à-dire, oui, alors le test informatique, je veux bien le faire, mais
Si ça ne dérange pas, le 13 juillet à 20h, ça m'arrangerait qu'on fasse le test à ce moment-là. Voilà, ça, ce n'est pas la réalité. Hein. Donc, il faut tester son SI, savoir quelle est notre résilience, en combien de temps on restaure, en combien de temps. Et puis, vous dire, vous, décideurs informatiques, dites-le tout simplement à vos décideurs financiers, à vos patrons d'entreprise. Voilà, on a mis 6 heures à restaurer. Et bon, 6 heures, vous mettez ça en termes de chiffre d'affaires annuel, et vous dites, voilà, finalement, ma coupure de service m'a coûté 10 000, 20 000, 50 000 euros. Ah oui, je ne me rendais pas compte que c'était autant. Et si. Donc, parfois, on dit toujours, oui, ça coûte cher, hein, en cybersécurité. C'est vrai. Ceci étant, c'est indispensable. Donc, c'est payer ou fermer. Parce qu'on l'a dit, la question, c'est pas quand, la question, c'est pas si vous allez vous faire attaquer, mais quand. Et puis, en termes de coût, rapidement, l'adresser d'un point de vue préventif vous coûtera forcément moins cher que de le faire d'un point de vue curatif. Pourquoi ? Parce que tout simplement, une fois que vous êtes fait brécher, vous allez déjà potentiellement payer l'accompagnement, vous allez payer potentiellement un peu plus cher à ce moment-là que ce que vous auriez payé si vous aviez fait du préventif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous allez, en tout cas pour certains d'entre vous, payer les assaillants. Voilà, c'est une réalité, même si aujourd'hui, c'est pas ce qu'on préconise, bien entendu, parce que ça ne fait qu'alimenter le marché. Mais oui, les entreprises payent pour certaines d'entre elles. Et derrière, de toute façon, vous allez mettre en place les contre-mesures qui vont bien, celles que vous auriez mis éventuellement en préventif. Donc, de toute façon, dites-vous bien une chose, l'adresser d'un point de vue curatif vous coûtera forcément plus cher que de l'adresser en préventif. Une question dans le public. Oui, juste une question. J'entends bien que le télétravail pose des problèmes, mais est-ce que ça donne pas également des opportunités? Alors, j'ai entendu tout à l'heure l'exemple sur l'authentification, c'est que sur le plateau, on voit son collègue. C'est pas forcément le cas dans une grande entreprise. Il y a des collègues qui sont un peu loin. Par contre, aujourd'hui, avec le télétravail, quasiment tout le monde est tout le temps branché de 8h du matin jusqu'à 8h du soir, voire plus. Est-ce que le fait qu'on a tout le monde est branché, est-ce que ça ne donne pas des opportunités de mieux gérer? Donc, en fait, on parle toujours que des problèmes. Est-ce qu'il y a pas des outils qui profitent de cette chose-là, que les gens sont beaucoup plus connectés? Donc, du coup, peut-être qu'il y a des outils qui permettent de mieux joindre les gens. Et puis, par exemple, je fais un call Teams, je vois tout de suite la tête de la personne. Bon, c'est un outil très, très simple, mais peut-être avec des outils un peu plus sophistiqués de profiter de cette connectivité continuelle. Moi, je peux vous donner un cas d'exemple, si vous voulez, de l'un de mes clients. Il l'a vu comme une opportunité, effectivement, le télétravail. Lorsque la première vague Covid est arrivée, il a vendu ses locaux, qui étaient finalement assez grands, mais potentiellement un petit peu vétustes. Voilà, il les a vendus. Il a racheté des locaux beaucoup plus petits, qu'il a entièrement réaménagés. Il a fait juste ce qu'il appelle des bureaux de passage. Il a changé effectivement les consignes de l'entreprise et a dit désormais, la norme, c'est tout le monde en télétravail chez soi. Si vous avez un problème que vous ne pouvez pas vous connecter ou que pour des raisons X ou Y, les enfants crient trop fort, le chien il aboie, voilà, globalement vous n'arrivez pas à travailler de chez vous, là vous venez effectivement en entreprise. Mais il l'a vu, lui, comme une opportunité. Il a gagné forcément d'un point de vue immobilier, il est en centre-ville de Rennes. Autant vous dire que la vente des bureaux s'est relativement bien passée. Voilà. C'est des choses en tout cas qui sont des opportunités à condition de bien les gérer. Le télétravail, clairement, peut être une force pour certaines entreprises, principalement pour celles entre autres qui adressent du service en environnement industriel. C'est toujours un petit peu plus compliqué. Vous allez dire à un soudeur, tu me soudes depuis la maison, ça va être tendu, voilà, il est bras longs. Mais voilà, mais par contre, pour certaines sociétés, oui, bien adressées, avec les moyens de sécurité qui vont bien, c'est une force.
Oui, Alain, je pense qu'on peut peut-être conclure sur cette très, très bonne question qui va nous permettre, juste après la pause, d'enchaîner sur la troisième table ronde qui va parler du mode collaboratif, hein. Je crois qu'on on va pouvoir enchaîner. Le faut pas se tromper de sujet, hein. Le sujet ce matin, c'est vraiment la sécurisation de ces nouveaux outils. Bien évidemment que le mode collaboratif va de plus en plus se déployer, on le voit, mais comme on voit aussi les premiers effets induits du télétravail, une augmentation du nombre de dépressions en France. Je reviens à mon petit mot là de dépression, mais on l'a quand même constaté. Et il y a quand même de plus en plus d'études aujourd'hui qui nous disent, et même nous, c'est un de com, j'ai été surpris moi dans mes équipes de voir des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit est-ce que je peux revenir plus souvent que les 1 ou 2 jours, ce qu'on a mis en place, tout un PPRS, etc. Et est-ce que je peux revenir plus souvent? Et mais bien sûr, tu es la bienvenue ou tu es le bienvenu. Et effectivement, hein, ça change la donne. Voilà, c'est une nouvelle façon de travailler. On parlait du monde d'après, et ça change la donne. Et je crois que d'ailleurs dans la salle, ce sera peut-être la conclusion, Alain, si tu me le permets. Heu peut-être un petit mot. On a avec nous notre directrice générale, hein, qui est dans la salle et qui est notre DRH aussi. Alors Isabelle, je te vois pas parce que pour moi, tu es de l'autre côté, hein, voilà, c'est ça. Tu es complètement de l'autre côté et ça, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on traite peut-être rapidement avant la pause, là, qu'on parle du ressenti et comment on s'est adapté à cette évolution du télétravail et ce qu'il en a donné. Parce qu'on l'a bien vu chez nous, chez Adecom, que ça soit Adecom Formation ou sur la partie santé, ça s'est quand même, je pense, relativement bien passé. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots avant la pause, s'il te plaît? Oui, merci de me prendre comme ça sur le vif. Tu savais que ça allait venir. Mais bon, voilà, c'est le direct. Oui, que dire, si ce n'est qu'effectivement, comme tout le monde, comme toutes les entreprises, nous avons vécu ce moment-là d'une manière brutale, mais on est sur un métier où on était assez prêt finalement à nous extérioriser de l'entreprise. Il n'empêche que, comme tu viens de le dire, Cédric, ce télétravail massif et cette nouvelle vie qui s'est imposée à chacun a fait que, évidemment, y compris dans nos équipes, ça s'est vécu plus ou moins bien, d'une manière générale et fort heureusement très bien. Mais eh bien, évidemment qu'il a fallu qu'on soit à l'écoute de ces situations particulières et de ces nécessités d'entendre qu'à un moment donné, cette nouvelle vie, elle bouscule et adapter le travail à la maison, voire adapter la maison au travail, parce que c'est aussi ça, hein, quand il a fallu que les enfants, et je vais parler en particulier des jeunes mamans, deviennent les professeurs tout en étant en full travail, ça a bien sûr été compliqué. Donc évidemment que on vit aussi une psychologie des évolutions et des besoins d'accompagnement qui sont liés à cette nouvelle forme de travail. Oui, sur le plan RH, c'est évident. Merci, Merci Isabelle. On va conclure pour cette table ronde. Donc en résumé, on est toujours dans la même méthodologie, hein. Alexandre nous fait une analyse de la situation dans l'entreprise, analyse de risque, analyse aussi des situations liées au métier, mise en télétravail ou autre. Et derrière, eh bien, les outils permettant de faire la remédiation, la sauvegarde, la sécurité, s'adaptent en fonction de cette première analyse.